Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est un grand plaisir de vous avoir à nos côtés. Sachez que cette émission est enregistrée puisqu'elle est diffusée le 25. Donc à tous, un très joyeux Noël dans vos familles. J'espère que vous êtes entourés de vos proches. C'est absolument essentiel et vous savez à quel point l'Institut Iliade est attaché à la famille. Donc nous la saluons très chaleureusement. Alors pour cette émission aujourd'hui, souveraineté et identité, un mariage impossible. C'est un débat finalement lancinant qui concerne cette primauté de l'identité ou de la souveraineté. Cette question ne cesse de s'inviter dans les discussions des Français et des Européens qui sont confrontés aux défis majeurs qui pèsent sur leur destin collectif. En effet, l'illimitation internationale des flux humains et marchands, l'arrivée massive de populations exogènes sur nos terres, le renforcement du caractère anti-français et anti-européen de Bruxelles, le tout aggravé encore par l'explosion démographique des régions du monde les moins développées, pousse les militants politiques, et beaucoup ici en font partie, et les intellectuels également, à formuler des modèles alternatifs et des stratégies de combat qui se sont progressivement polarisés en enjeux contradictoires. Car en dehors du champ universitaire, le débat fait rage, et à grand renfort de caricatures, chaque camp, les souverainistes, sont moqués, les identitaires sont moqués. Les souverainistes sont dépeints en cosmopolites, incapables de voir le pays réel, tandis que les identitaires sont dépeints en racialistes, hors sol, aveugles face aux exigences du politique. Il est donc temps, chers amis de Radio Courtoisie, de dégager les pistes d'une articulation sensée entre ethnos et police. C'est le sous-titre d'ailleurs du titre d'un de nos invités que je vais rapidement vous présenter. Cette articulation entre ethnos et police, entre nature et culture, et évidemment donc entre identité et souveraineté. Cette articulation seule permettra aux nations d'Europe d'inscrire leur existence politique de façon pérenne dans un espace commun national et européen et se doter d'un destin collectif sous la forme de communautés ethniques cohérentes et pacifiées. Voici en tout cas comment on peut poser les termes du débat. Je laisserai mes deux invités éventuellement contester cette première présentation, puisque pour cette discussion, donc, j'ai beaucoup d'honneur de recevoir Henri Levavasseur, qui est docteur en histoire et germaniste. Il a notamment collaboré à la Nouvelle Revue d'Histoire, ainsi qu'à plusieurs ouvrages édités par l'Institut Iliade, Ce que nous sommes, qui est un ouvrage collectif aux sources de l'identité européenne, et Nature, Excellence, Beauté pour un réveil européen. Il est surtout, et c'est à ce titre que nous le recevons essentiellement ce soir, l'auteur de L'identité socle de la cité, réconcilier ethnos et police. Il parle d'ailleurs, page 37, du divorce entre la police et l'ethnos. Ça répond au titre que nous avons donné à cette émission. C'est un livre qui est sorti dans la collection Cartouche de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. À ses côtés, donc je vous salue, bonsoir Henri Levavasseur. Bonsoir. À ses côtés, Rodolphe Carte. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes auditeur de la promotion Dante de l'Institut Iliade. Vous êtes aujourd'hui journaliste à Éléments et contributeur régulier à Front Populaire. Vous êtes l'auteur de Georges Sorel, Le révolutionnaire conservateur. Et tout dernièrement, dans la nouvelle collection des éditions de la Nouvelle Librairie, Débat et controverse. Pour le coup, on peut dire que la controverse est réussie, puisque le livre a fait parler, c'était le but. Il y avait une dimension polémique à cet ouvrage qui s'appelle « Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires ». Tout un programme. Merci à vous d'être là, Rodolphe. Et évidemment, Justine Bresse est à nos côtés. Vous la retrouverez pour le temps poétique et théâtral. Justine, comment allez-vous ? Très bien. Il faut rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes enceinte maintenant de combien de mois ? Là, ça approche. Ça approche. On est à 2 semaines du terme, ça approche. Elle a un grand courage et elle est rayonnante. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci Romain. Alors, nous allons procéder, je pense, de la façon la plus logique possible, c'est-à-dire définir les termes du débat, souveraineté et identité, d'autant plus que... Rodolphe, je me tourne tout de suite vers vous. Ça a été une des controverses de ce livre, c'est finalement la définition ou la non-définition que vous faites de l'identité ou des identitaires. Peut-être que vous avez justement, soit par provocation, soit
par raccourci, on va dire, associé à Daniel Conversano, qu'on pourrait qualifier de mouvance identitaire racialiste peut-être. Je crois que lui-même revendique ce terme-là. Alors, quelle définition vous donnerez justement de l'identité aux auditeurs de Radio Courtoisie ? Concernant le point de vue de Daniel Conversano, non, comment vous définissez l'identité, qu'on puisse en réfléchir ensemble à son articulation derrière. Alors là, pour le coup, j'ai relu pour l'émission le livre de Monsieur Levavasseur et je m'inscris totalement dans la ligne qui est proposée dans le livre, c'est-à-dire l'alliance entre un peuple historique avec les notions de lignée, de transmission, d'héritage à la fois culturel mais aussi génétique, enfin en tout cas ethnique, c'est un mot que je récuse absolument pas. C'est quelque chose aussi que j'ai voulu remettre au centre du débat à travers ce livre, parce que c'est aussi un appel du pied, si je puis dire, au camp souverainiste quelque part. Je leur dis, c'est une des phrases que je dis, il faut qu'on s'approprie aussi cette question qui va devenir de plus en plus prégnante, notamment avec l'inversion, on va dire, des balances démographiques au sein des sociétés européennes et notamment françaises. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on a tout intérêt, notamment dans le camp souverainiste, à ne pas éluder cette question, à ne pas caricaturer. Bon, après, le ton est effectivement pamphlétaire. Évidemment que parfois, j'enjambe, on va dire, l'escalier de par deux. On va pouvoir peut-être revenir dessus. C'est notamment sur les notions entre identitaire et racialiste que j'ai parfois peut-être un peu amalgamé rapidement dans le livre. Là-dessus, on peut revenir. Je suis tout à fait ouvert, en tout cas, à le différencier. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment cette notion d'identité que j'ai voulu poser entre guillemets en question, mais que j'ai aussi envie de réintroduire dans le logiciel souverainiste qui, à mon avis, le prenait pas assez en compte, ou en tout cas, j'ai envie de le reposer dans une perspective, notamment au niveau de ma génération, qui a tendance, à mon avis, à peut-être un peu trop se monopoliser sur cette notion qui est fondamentale, mais il faut aussi l'ouvrir au sujet notamment de souveraineté économique, de souveraineté alimentaire. Par exemple, c'est quelque chose de complètement actuel, mais moi, je suis autant préoccupé par l'assassinat, par exemple, du jeune Thomas à Crépol, que par exemple par le soulèvement aussi des agriculteurs qu'on connaît. Et par exemple, aujourd'hui, on voit que dans la politique de droite, c'est quelque chose qui est complètement passé entre guillemets sous le tapis. Alors j'ai vu 2-3 députés RN qui s'en ont emparés, je trouvais ça intéressant, mais à mon avis c'est justement dans ces deux faits divers qu'on peut considérer comme assez éloignés, mais au final qui sont à mon avis qui vont ensemble dialectiquement et qui permettraient d'avoir une vision à la fois sociale et aussi identitaire. Et là, à mon avis, on peut faire émerger quelque chose, à mon avis, d'intéressant politiquement pour les années à venir. Et c'est ce message envoyé aux souverainistes, il a été entendu, vous pensez ? Oui, je pense. Là-dessus, j'ai eu une réponse du camp identitaire en me reprochant, ou en tout cas en reprochant le fait qu'aujourd'hui les souverainistes négligent cette question. Je pense absolument pas. Quand j'ai écrit les articles, notamment sur Front Populaire, où j'ai introduit des personnages, notamment des penseurs qui sont naturellement, en tout cas, affiliés à la droite, comme par exemple Charles Maurras. Alors évidemment, j'ai eu quelques contestations, mais j'ai eu, pour tout vous avouer, un accueil plutôt positif. Et pareil, j'ai fait un article pour critiquer la politique d'assimilation. Pourtant, la politique d'assimilation, c'est quand même une marotte, si je puis dire, du camp souverainiste. Et l'article a été plutôt bien reçu. Et j'ai très bien montré qu'entre guillemets, on pouvait plus aujourd'hui se revendiquer de l'assimilation si on repose pas les questions de logique démographique, de peuple et de différences culturelles, mais aussi ethniques et même raciales. Utilisons des mots un peu tabous, mais pareil, ça c'est un mot que j'ai envie de utiliser aujourd'hui. Et par exemple, là aussi, on m'a reproché par exemple de trop me présenter comme souverainiste, mais moi avant tout je me présente, quand on me demande de me qualifier, je me présente comme un nationaliste français, et ensuite mon souverainisme et mon identitarisme vont en découler. Mais pour moi c'est une hiérarchie qui est fondamentale, et c'est peut-être ce que je reproche aujourd'hui dans le camp identitaire, c'est que quand on parle d'identité, quelle identité, quelle chose mettent-ils entre guillemets tout en haut? Alors il y a des gens qui vont se présenter comme des défenseurs de la race blanche, là je pense notamment à Daniel Conversano, où tout a une droite occidentaliste, et d'autres comme celle que je connais plus à la nouvelle droite, qui vont se présenter sur un modèle plutôt européen, fédéraliste, c'est l'Europe des 100 nations, des 100 drapeaux, mais on voit bien qu'il y a quand même des divergences, même au sein de ces deux familles ici. Et justement, je me tourne vers Henri Levavasseur sur la définition que la nouvelle droite a pu faire de l'identité, ou est-ce qu'il y a des penseurs, finalement? Est-ce qu'il y a des auteurs de référence sur lesquels s'appuyer quand on veut définir ce qu'est l'identité?
Oui, alors la question est évidemment extrêmement complexe. Alors, Jean Tullard, immense spécialiste de l'Empire, répondait il y a quelques années dans la NRH de manière assez cocasse aux journalistes qui lui demandaient quels étaient les ouvrages qu'il recommandait aux gens qui travaillaient sous sa direction et devaient réussir leurs examens. Il répondait il faut lire Jean Tullard. Alors, je vais vous répondre sur le même ton. Lisez Henri Levasseur, puisque je me suis efforcé dans cet essai de réfléchir justement à l'articulation des notions d'identité et de souveraineté. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table, et Rodolphe l'a remarquablement bien dit, pour ne pas dissocier ces deux notions. On sait très bien qu'une souveraineté qui ne s'appuierait pas sur une identité serait une coquille vide et que cette souveraineté serait rapidement à terme condamnée. De même, il n'existe pas d'identité pérenne qui ne s'incarne dans une souveraineté sur un territoire. Donc là, je crois qu'on est tout à fait d'accord pour dire que ces deux notions, il faut les penser ensemble. La difficulté, c'est bien évidemment de réfléchir à la manière dont elles s'articulent dans un contexte politique donné, à un moment de l'histoire donné. Or, vous l'avez rappelé en préambule, Romain, l'importance des flux migratoires qui se sont installés sur notre sol depuis un demi-siècle maintenant remet en cause, bien évidemment, les équilibres sur lesquels étaient fondées les nations européennes et en particulier la nation française. Il faut se souvenir que des statistiques récentes font état d'une population française qui, si l'on se tient uniquement aux citoyens français, compte plus d'une quinzaine de millions de personnes qui ont sur 3 générations, qui sont issues sur l'une des 3 générations qui les précèdent de l'immigration et en grande partie de l'immigration extra-européenne. C'est donc un phénomène qui est complètement inédit. L'Europe, aucune nation européenne n'a connu une telle submersion. Si on remonte, par exemple, dans l'histoire du territoire qui est le nôtre, à la conquête romaine de la Gaule, cette conquête romaine de la Gaule ne s'est pas traduite par un flux massif de population de la péninsule italique vers la France. Si on pense à l'invasion, à la conquête hispanique de l'Espagne par les Maures, même si il y a eu une arrivée de population, elle n'est pas comparable en proportion à ce que l'on connaît aujourd'hui. Si l'on songe à la longue présence ottomane dans les Balkans depuis la fin du XIVe siècle, là aussi, il n'y a pas eu une vaste migration de peuplement ottomane ou anatolienne en direction des Balkans. Donc c'est une situation qui est complètement inédite et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui nous réfléchissons à cette articulation devenue problématique de l'identité et de la souveraineté. Alors comment définir, et là j'essaie de répondre un peu plus précisément à votre question, comment définir cette notion d'identité ? Eh bien, je crois que tout le monde comprendra sans peine que l'identité, c'est un sentiment d'appartenance à une communauté, à un peuple, et que ce sentiment ne vient pas de nulle part. C'est un sentiment qui est fondé sur la conscience d'appartenir à un groupe humain qui partage une très longue histoire commune. Sur ce contexte de l'immigration de peuplement. C'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à imaginer le logiciel souverainiste comme un peu décalé, un peu obsolète, et le réflexe identitaire comme salutaire. Pourquoi ? Parce que justement, face à ce péril nouveau, il faut reprendre conscience de soi pour pouvoir faire émerger des stratégies politiques, une communautarisation politique, etc. Or, le souverainisme, jusqu'à présent, continue en grande partie à être pensé comme s'il n'y avait pas eu ces vagues de peuplement. Donc je pense que vous en êtes conscient, Rodolphe Karp, puisque vous en êtes ouvert justement à eux. Mais il y a un peu cette dimension presque contractuelle du fait qu'on va pouvoir passer une sorte de contrat avec tous ceux qui deviennent citoyens du pays et adoptent nos us et coutumes. Or, et c'est un des grands termes utilisés par les identitaires, on assimile éventuellement des individus, mais pas des peuples. Et aujourd'hui, la masse critique est d'une certaine façon dépassée, et face à ces masses de peuples sur notre propre terre,
le logiciel souverainiste semble un peu dépourvu. Oui, là, il faut que je mette, entre guillemets, que je rectifie, ou en tout cas que j'éclaire mes positions. Et vous mentionnez sûrement la phrase l'identité découle ou est secondaire par rapport à la souveraineté. Là aussi, il faut que je m'explique. Évidemment que je n'ai pas envie de vivre dans une France souveraine composée majoritairement d'extra-européens qui viennent de n'importe quel continent, pour le coup. Là-dessus, aucun problème. Et justement, moi, je pense que si il faut retrouver ces instruments de souveraineté, c'est justement pour avoir les instruments pour, protéger ce peuple historique, ou en tout cas ce peuple majoritairement et d'origine européenne. Parce que même là, on a eu, vous l'avez mentionné, au cours du 19e siècle, déjà eu, pas une acculturation, mais il y avait déjà eu aussi des brassages. Et le peuple historique français, on sait très bien que il a eu diverses influences. C'est pas un peuple homogène ethniquement, comme peut l'être le peuple basque, par exemple. On sait que c'est un mélange, que c'est une construction, moi je le reconnais tout à fait, partiellement artificielle aussi. C'est vrai qu'on a mélangé le peuple alpin, le peuple plutôt du sud, le peuple du nord, des Flandres, ce genre de choses, des Bretons. Évidemment que la construction, ne va pas de soi, en tout cas ethniquement parlant, même si évidemment que c'est des peuples qui sont relativement proches ethniquement et que ça n'a rien à voir avec des Africains. Là, c'est peut-être aussi un distinguo que je fais dès le départ. Par exemple, quand Asselineau fait cette proposition qu'entre guillemets la France aurait plus à voir avec les pays de la francophonie, notamment africains, qu'avec des pays européens. Moi, là-dessus, je mets tout de suite un holà. Évidemment que des peuples avec qui on a eu, des mailles à faire ou alors des échanges à faire au long de la construction de la France, notamment avec les pays de la francophonie, évidemment que ça a créé des liens. Mais évidemment qu'on a aussi des liens avec nos voisins européens. Et par exemple, là aussi, moi, c'est une voix que j'essaye aussi de porter entre guillemets dans le camp souverainiste. Moi, je ne suis absolument pas fermé à des voisins comme l'Allemagne ou à des voisins comme l'Italie ou comme l'Espagne. Je sais très bien qu'on aura pertinemment un destin commun. Alors peut-être pas sur tout, mais en tout cas, on a des destins, on a des intérêts que moi, que je défends. Et là-dessus, je suis plus dans les mystiques d'opposition comme on pouvait l'avoir entre la France et l'Allemagne, par exemple. Là-dessus, j'ai dépassé aussi le logiciel. Et je pense même qu'aujourd'hui, je m'entendrai plus avec un nationaliste allemand, un nationaliste italien ou un nationaliste espagnol qu'avec un européiste français. Vous voyez, c'est aussi intéressant. Européiste, aussi, je fais des distinguos parce que je sais très bien qu'un membre de l'AND qui va protéger une Europe puissance et qui va se revendiquer d'une Europe puissance n'a rien à voir avec un partisan de l'Union de Bruxelles, bien évidemment. J'ai bien aimé ce passage où vous parlez d'une sorte de type d'homme qu'on retrouve dans les nations, le cavaliere italien, le caballero espagnol, le cavalier allemand, le gentilhomme français, le gentleman anglais. C'est un peu à eux que vous pensez quand... bien évidemment. Mais moi, par exemple, quand je vais en Allemagne, j'ai envie de voir des Allemands déjà, mais j'ai envie de voir des Allemands en tant qu'Allemands culturels. J'ai pas envie de voir des Allemands qui s'habillent de la même façon. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a même une uniformisation et qu'il y a eu un monde, si je veux dire, une France et même une Europe qui a été englobée, entre guillemets, et qui est rentrée justement dans ces terres d'influence américaine et occidentale. Et aujourd'hui, vous prenez un habitant de Stockholm, un habitant de Canberra et un habitant de Washington, où vous trouverez peu de différence, que ce soit sur déjà les trois dorénavant parlent anglais. Là peut-être c'est notre mauvais niveau en anglais, en tout cas en France, nous a peut-être encore préservé d'une certaine homogénéisation sur ce point-là. Mais par exemple, moi qui est sur le domaine, on va dire, d'internet et numérique, on voit très bien que les youtubeurs, notamment allemands ou par exemple nordiques, aujourd'hui parlent anglais dans leurs expressions. On voit que là-dessus, il y a déjà un espèce de distinguo. On le voit même par exemple avec les femmes anglaises. Si vous allez à Londres le soir, elles s'habillent absolument comme des Australiennes ou comme des Américaines. Alors qu'en France, je trouve, moi en tout cas, je rends hommage aux femmes françaises, même aux femmes italiennes, elles ont gardé quand même il y a eu une acculturation bien évidemment, mais en tout cas, elles ont gardé une certaine sensibilité et une certaine singularité, si je puis dire. Juste avant de redonner la parole à Henri Levavasseur, je voudrais aller au bout de cette logique, de ce logiciel souverainiste qui des fois déraille un petit peu, que vous essayez de remettre sur les bons rails, si j'ai bien compris. Je pense notamment à ces souverainistes dans les petites nations. On l'a vu par exemple en Écosse, aujourd'hui, où je crois que le Premier ministre est d'origine pakistanaise, mais on est prêt, au nom de la souveraineté de l'Écosse, à renier absolument tout, même son origine ethnoculturelle, pour pouvoir avoir un petit pan de souveraineté anti-anglaise, finalement. Donc on arrive à des sortes d'aberrations qui sautent aux yeux de n'importe qui, mais qui pourtant sont effectifs.
C'est-à-dire que ce logiciel de souverainiste amène à ces aberrations. Enfin, comment vous... Pour le coup, je vais dévoiler le sujet de mon prochain livre. J'essaye justement de revenir sur un mythe mobilisateur. Comme vous l'avez mentionné, j'ai travaillé sur Georges Sorel dans mon premier ouvrage, et une des notions fondamentales de la pensée de Georges Sorel, c'était la notion de mythe mobilisateur. Alors lui, à l'époque, c'était le mythe de la grève générale. Aujourd'hui, il est complètement dépassé, on ne reviendra pas là-dessus. Moi, ce que j'essaye vraiment de sentir, ou en tout cas de vouloir de faire émerger, ou peut-être que je vais donner des voix, c'est vraiment d'essayer de percevoir ce mythe mobilisateur qui pourrait, entre guillemets, coaliser la jeunesse et l'envoyer dans une certaine direction. Alors il y a un pan identitaire que je revendique. Et moi, justement, le mythe mobilisateur que je défends dans mon livre, ce sera la notion de race française. Alors, race avec un R majuscule, parce que justement, je pense qu'il y a cette base et ce socle, comme l'a très bien expliqué Monsieur Levasseur dans son livre, justement, de l'ethnie. Moi, c'est quelque chose que je reprends absolument. Mais par contre, j'essaye de montrer que il y a une nature, mais aussi une culture. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Il y a des institutions, il y a des mœurs, il y a des coutumes. Et ça, moi, je pense absolument qu'il y aura ces deux pans, à la fois le côté identitaire et à la fois le côté social, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose là, de purement matériel, mais on sait pertinemment, je pense que Justine peut en témoigner, on sent un déclassement au sein de notre génération, on sait pertinemment qu'on vivra moins bien avec... Bien évidemment, le fait de côtoyer cette racaille d'en bas où on a une insécurité qui augmente, mais aussi on a ce souci matériel qui est fondamental. Et moi, par exemple, je me suis aussi beaucoup basé sur les travaux d'un auteur anglais qui avait analysé à quel point la désindustrialisation dans les campagnes anglaises, mais aussi françaises, parce que moi j'ai de la famille qui vient de Lorraine, c'est vraiment des régions qui ont été sinistrées, et on voit pertinemment que tout cet ensemble, à la fois économique, culturel et même institutionnel, va de pair. Et cette destruction des industries, oui, peut-être. Oui, je voudrais réagir sur ce que vous venez de dire qui me paraît très juste. Vous évoquez l'articulation entre nature et culture. Le grand anthropologue allemand Arnold Gehlen énonçait ce principe assez fort selon lequel l'homme est un être de culture par nature. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'institutions pour être homme. Et là, on touche au cœur de l'importance de la notion de souveraineté pour l'expression d'une identité. Et on revient à la vieille sagesse antique d'Aristote qui nous dit que l'homme est un animal politique. Zoon politikon. Et tout ça s'oppose précisément à cette dimension contractuelle que vous évoquiez, Romain, tout à l'heure. Il y a effectivement tout un courant philosophique qui apparaît dans un premier temps en Angleterre au XVIIe siècle, avec des penseurs comme Hobbes ou comme Locke, qui ont une vision contractuelle, c'est-à-dire qu'ils imaginent un homme à l'état de nature et que cet homme à l'état de nature contracte ensuite avec la société. Alors dans le cas de Hobbes, l'homme est mauvais et a besoin pour tempérer en quelque sorte ses mauvais penchants et éviter la guerre de tous contre tous, de la stabilisation et du pacte social. John Locke a un peu tendance à penser avant Rousseau que l'état de nature, l'homme est bon dans l'état de nature. Bon. Mais peu importe, ce qui est essentiel, c'est d'imaginer qu'il y a un homme à l'état naturel, qu'il serait distinct de l'homme civilisé en quelque sorte, qui contracte avec la société. C'est profondément faux. Il faut revenir à la vision antique, à la vision réaliste des Grecs. L'homme n'existe pas en dehors de la culture, l'homme n'existe pas en dehors des institutions et l'identité n'existe pas en dehors de l'expression d'une souveraineté sur un territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, une part du débat entre souverainistes et identitaires vient de là. Alors il y a, me semble-t-il, un déséquilibre entre ces deux courants, c'est que le courant souverainiste peut s'appuyer sur une vieille tradition de réflexion sur l'idée de nation. J'ai beaucoup évoqué dans mon ouvrage Renan, voilà, absolument. Renan que souvent on comprend mal ou dont on tronque la pensée, car Renan n'est pas un pur constructionniste. Renan ne dit pas que la nation n'existe que comme souhait de vivre ensemble et comme projet. Il dit que bien sûr la nation n'existe pas en dehors de ce souhait de vivre ensemble et de ce projet commun, mais que pour autant la nation c'est aussi une histoire partagée et un héritage. Donc il est beaucoup plus équilibré. Mais il faut bien reconnaître qu'avec les Lumières, avec la Révolution française en particulier, apparaît une définition assez idéologique de la nation. La nation, étymologiquement, natio en latin, qui vient du verbe nascere, naître, eh bien natio, les Romains utilisent natio pour désigner par exemple la portée d'un animal, les petits d'un animal, et puis par extension, un peuple.
Ça, c'est la première notion de nation. Et jusqu'à la Révolution française, quand on emploie le mot de nation, on le distingue de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a parmi, par exemple, les sujets du roi de France, des gens qui sont de diverses nations. Lorsqu'on se souvient de l'organisation de la vieille Sorbonne, il y avait à la Sorbonne une nation bretonne, une nation normande, une nation flamande, etc. Et avec la Révolution, la notion de nation va prendre un caractère profondément idéologique, c'est-à-dire que la nation n'est plus la patrie au sens de la terre des pères, c'est la patrie au sens de l'adhésion à des valeurs, à un système idéologique. Et évidemment, la contradiction interne de cette vision contractuelle, c'est qu'elle a des prétentions universalistes, qu'elle se fonde sur des valeurs qui sont censées embrasser l'intégralité de l'espèce humaine. Et morale. Et morale. Et donc, évidemment, là, on a une première rupture dans l'histoire. Mais cette rupture n'a pas de conséquences immédiates tant que la nation reste relativement homogène, du moins que l'ensemble ethnique, jusque dans sa diversité, mais l'ensemble ethnique qui compose la nation, en particulier la nation française, n'est pas bouleversé par l'apparition de cette conception nouvelle de la nation. Et donc, il n'y a pas de drame, je dirais, jusqu'à une époque plus récente où c'est précisément l'arrivée de ces flux migratoires extra-européens massifs qui conduit certains à remettre en cause l'idée de nation. Et ceux qui sont tentés de remettre en cause cette idée de nation pour davantage mettre en valeur la notion d'identité, ce qu'on appelle les courants identitaires, ce sont souvent des jeunes gens qui réagissent de manière très spontanée à ce phénomène qui, en quelque sorte, constitue pour eux une agression sur le sol de leur nation. Et donc, c'est peut-être, dans bien des cas, une réaction qui est, je dirais, idéologiquement ou intellectuellement moins construite que ne l'est celle du souverainisme, qui peut s'appuyer sur une vieille tradition de réflexion sur la nation, d'où le déséquilibre peut-être entre les deux, je dirais, les deux mouvances. Ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'il fallait d'une part constater qu'il y avait un divorce entre l'ethnos et la police, c'est-à-dire entre l'héritage ethnique et la structure politique de notre pays. Ce divorce, je ne m'en félicite pas. Ce divorce, je le déplore. Mais je crois qu'il faut le constater pour pouvoir réfléchir ensuite à la question de savoir comment on fait perdurer une souveraineté qui retrouve un lien avec l'identité. Nous continuons cette discussion après une première pause musicale proposée par Pierre Le Prince. Chers auditeurs, bonsoir. Pour ce premier interlude musical, je voudrais rendre hommage à l'Irlandais Shane MacGowan, chanteur du mythique groupe The Pogues, décédé le 29 novembre dernier avec le morceau Dirty Old Town. Cette chanson, écrite dans les années 50, dresse un portrait acide du nord très industrialisé de l'Angleterre et a été interprétée par de nombreux groupes, mais cette version reste une des plus célèbres. Bonne écoute. I met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
set the night on fire. I smell the string on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture back, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. 5,50 € pour Radio Courtoisie de la part d'Alexandra. J'espère que Radio Courtoisie vivra encore longtemps. Je donne un petit don, mais aussi beaucoup de soutien. Bonne chance. Chers auditeurs, voici le message que j'ai reçu de la part d'Alexandra, 10 ans, qui a pris 5,50 € de sa tirelire pour aider Radio Courtoisie. En ce mois de décembre décisif, où nous devons réunir 200 000 € pour finir l'année à l'équilibre, nous avons besoin du soutien de chacun. Si vous n'avez pas encore donné cette année, s'il vous plaît, faites comme Alexandra et comme elle, soutenez votre radio le plus généreusement possible. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous revoici dans les studios de Radio Courtoisie pour aborder cette question fondamentale de l'articulation entre souveraineté et identité. Il y a un phénomène qui est assez marquant. Nous essayons, vous l'avez vu dans le studio, de montrer à quel point ces notions doivent s'imbriquer de façon subtile, tout simplement parce que le rapport à la vie politique, à la vie de la cité est complexe. Et pourtant, il y a quand même une tendance à essentialiser certains domaines. Je pense aux marxistes qui vont essentialiser les rapports de production et en faire finalement l'alpha et l'oméga de leur grille de lecture de la vie. Et on trouve un petit peu le même phénomène donc dans cette branche des identitaires qu'on va appeler les racialistes, qui font finalement de la couleur de peau le programme politique. Henri Levavasseur, vous qui connaissez l'importance fondamentale de l'héritage ethnoculturel pour construire des cultures, des nations, des institutions, est-ce que cette position qui est de dire que finalement se retrouver n'importe où en s'affranchissant de la terre sur laquelle on a pu développer sa culture permet de fonder un projet politique simplement sur la couleur de peau ou sur, on va dire, ses semblables? Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses, c'est-à-dire la solidarité civilisationnelle qui existe assez naturellement entre les Européens d'Europe et les Européens qui peuvent vivre sur d'autres continents. Il suffit d'aller dans un pays comme le Brésil, par exemple, pour voir que des communautés de culture européenne qui vivent au Brésil et qui se sentent profondément brésiliennes par ailleurs, ont évidemment des liens culturels forts avec la civilisation européenne. Voilà. Pour autant, vouloir fonder un projet politique sur la simple appartenance à un héritage ethnique, voire le limiter en allant bien au-delà d'une conception ethnoculturelle pour le limiter à une couleur de peau, c'est évidemment un projet qui est complètement hors sol. Vous venez de le dire. N'importe où, donc la définition du n'importe où, pour moi, c'est hors sol. Lorsque l'on parle de l'Europe, on parle bien évidemment d'un territoire, on parle d'un espace géopolitique
et l'on comprend bien, si l'on fait preuve d'un minimum de réalisme, que l'espace géopolitique de l'Europe a des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents avec ceux d'autres nations qui sont des nations issues de colons d'origine européenne. D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure la conception contractuelle de la nation, la conception idéologique de la nation qui s'oppose à une conception plus traditionnelle. Il faut se souvenir que les pères fondateurs, les Pilgrim Fathers qui sont allés fonder les colonies aux Amériques et qui ensuite ont inspiré les principaux responsables de la Révolution américaine à la fin du XVIIIe siècle, sont des gens qui ont été expulsés d'Angleterre parce que c'était des fondamentalistes biblistes et qu'ils pensaient fonder la ville sur la colline, la Nouvelle-Jérusalem, etc. Il y a une dimension messianique. Qui habite toujours voilà. l'esprit des États-Unis. Voilà. Donc, si vous voulez, bien évidemment, il y a aux États-Unis une société qui est fracturée, qui est confrontée aux problèmes notamment de ce qu'on appelle le mouvement woke. Et on voit bien que, pour employer un mot un peu simple et fourre-tout, les Blancs aux États-Unis peuvent avoir le sentiment d'être agressés par tous ces phénomènes. Et que comme nous subissons le contre-coup des mêmes déviances, des mêmes délires idéologiques en Europe, nous avons forcément, avec ces populations blanches américaines, un sentiment assez naturel de solidarité. Pour autant, est-ce qu'il faut concevoir notre identité d'Européens en la réduisant au fait d'être des peuples de couleur, enfin de peau à la peau blanche? Je pense que c'est extrêmement sommaire. D'autant plus qu'il y a vous l'avez dit, on va dire dans la sphère raciale blanche, il peut y avoir des intérêts géopolitiques contraires. Oui. On voit bien que les Australiens blancs peuvent avoir des intérêts contraires à ceux de la France dans le Pacifique, par exemple. C'est assez clair, mais on peut aussi noter que, et ça fait partie quand même du génie de notre civilisation, que parmi ces Européens blancs, nous avons pu inventer pléthore de systèmes politiques et culturels, puisque quand on parle de blanc, on peut parler d'un blanc marxiste jusqu'à un anarchiste proudhonien. De quel blanc parle-t-on? Si l'on veut, et je pense qu'on doit le faire, se livrer à un inventaire critique, à un bilan critique de notre héritage européen, et il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'idéologies que nous combattons qui sont directement issues de la culture européenne. Effectivement, Karl Marx est un blanc européen. Je pense qu'on ne se sent pas nécessairement marxiste autour de cette table, même si on reconnaît à Marx le talent et même le génie de s'être livré à des analyses du fonctionnement de l'économie qui sont brillantissimes, qui nous a livré un certain nombre de concepts qui sont très utiles pour analyser l'importance de l'économie au sein de la société, que pour autant nous ne partageons pas sa conviction du primat de l'économie, que nous ne partageons surtout pas sa définition du sens de l'histoire, ni même la notion de sens de l'histoire d'ailleurs. Bon, tout ceci pour dire qu'on ne peut pas réduire la culture européenne, évidemment, à une couleur de peau. Ce que l'on peut dire, en revanche, de manière assez objective et scientifiquement vérifiée, c'est que la population européenne, aujourd'hui, avant l'arrivée des flux migratoires massifs, venus d'autres continents, la population européenne présente une remarquable stabilité depuis plusieurs millénaires. Puisqu'aujourd'hui, les progrès de la paléogénétique nous permettent de déterminer qu'en fait, il y a, pour l'essentiel, sur l'ensemble du continent européen, 3 grandes souches qui se répartissent dans des proportions variables, effectivement, en fonction des régions de l'Europe. Ces 3 grandes souches, ce sont les chasseurs-cueilleurs, qui sont un ensemble de populations très anciennement implantées depuis des dizaines de milliers d'années sur le continent européen, qui ont d'ailleurs un héritage génétique également néandertalien, ce qui les distingue d'autres populations présentes sur d'autres continents. Ces chasseurs-cueilleurs, ensuite, ont vu l'arrivée aux environs du 8e millénaire avant notre ère de ce qu'on appelle les agriculteurs anatoliens, donc des gens venus de l'actuelle Turquie, mais qui ne sont pas ethniquement apparentés aux Turcs actuels. Ces agriculteurs anatoliens qui ont apporté en fait la révolution néolithique sur le continent européen. Et puis une 3e souche qui est celle vraisemblablement des Indo-Européens, en tout cas de populations venues des steppes du sud de la Russie et de l'Ukraine actuelle, et dont il semble que l'expansion à travers le centre et vers le nord de l'Europe ait été porteur justement des langues indo-européennes. Et c'est le mélange de ces 3 souches dans des proportions diverses. Évidemment, il y a beaucoup plus par exemple de souches anatoliennes dans le sud de l'Europe et beaucoup plus de
d'ascendance steppique au nord de l'Europe. Donc on voit bien que c'est ce qui donne d'ailleurs la remarquable diversité ethnique des Européens. Hein. L'Europe est polyphonique. C'est un concert de nations, c'est un concert de peuples. Les différences de proportion entre ces trois composantes qui donnent la diversité européenne, mais on voit bien qu'il y a ces trois composantes et seulement ces trois composantes, et que cet alliage, si j'ose dire, est resté stable depuis environ 5000 ans. Donc ce que nous connaissons aujourd'hui, alors on nous dit tout est métissage. Alors effectivement, il n'y a pas de population qui ne soit issue du mélange de populations antérieures. Toute population est issue du mélange de plusieurs populations antérieures. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas un mélange de tout avec tout dans n'importe quelle proportion. Et ça, je pense que toute personne sensée le reconnaîtra volontiers. Rodolphe Karp. Oui, c'est très bien qu'on ait introduit la figure de Renan, je pense, au début de notre discussion, parce que Renan était un élitiste. Là aussi, il faut se le remettre en perspective. Il n'était absolument pas démocrate. Et justement, lui voyait l'apport germanique, l'apport justement qu'avaient donné les rois, comme justement cet apport venu de Nord qui avait permis de reconstituer une aristocratie, ou en tout cas une élite. Et c'est même un discours qu'on retrouvera chez Sieyès. C'est le fameux retour aux forêts de Franconie. Enfin, c'est marrant, c'est que tout au long de l'histoire, notamment de la Troisième République, on a eu un retour. La Troisième République s'est approprié les Gaulois contre les Germains qui étaient censés représenter l'aristocratie. Donc on voit que même au sein de notre histoire nationale, il y a toujours eu dans le roman national. Voilà, exact, cette opposition. Et moi justement, c'est très bien aussi que vous mentionnez les Indo-Européens, parce que moi c'est quelque chose qui me touche, enfin, en tout cas dont je me revendique absolument. Et là aussi, il y a quelque chose, c'est que le 19e, c'est l'apparition d'une nouvelle élite dans les sociétés européennes. C'est la montée en force de la bourgeoisie, c'est la monarchie de Juillet, c'est, comme disait Walter Benjamin, l'homme privé qui arrive sur le devant de la scène. Mais l'homme privé, c'est quoi? C'est le banquier, c'est Laffitte, c'est les fameuses pièces de théâtre de la Biche qui singeaient. Et aujourd'hui même, c'est un débat que j'ai souvent avec Romain. Romain me traite gentiment de gauchiste parce que j'ai tendance à utiliser le mot bourgeois, mais aujourd'hui, même nos classes dirigeantes, si je puis dire, n'ont même plus les caractéristiques qu'on pourrait retrouver dans une certaine bourgeoisie. La bourgeoisie entrepreneuriale, la bourgeoisie qui va de l'avant, qui crée des industries, avec toutes les destructions qu'on a pu connaître, notamment au niveau de l'emploi des enfants, ce genre de choses, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était une bourgeoisie, même qui singeait quelque part l'aristocratie, avec une survalorisation de la culture, peut-être de manière caricaturale. Mais aujourd'hui, entre guillemets, comme disait Nicolas Gomez d'Avila, la seule différence entre les élites et le bas peuple, c'est une différence de capital. Donc là, c'est pour ça que moi, dans mon livre... Donc vous évoquez la bourgeoisie, parce que selon vous, c'est le frein. Oui, mais pas dans une dimension gauchiste, dans le sens où il faudrait qu'on arrive à un État communiste, qu'il y ait une abolition des classes et qu'on retourne dans une espèce de tourbe uniforme. Moi, là où j'ai un ethos de droite, si je puis dire, c'est que je suis pour une société organique, hiérarchique, différenciée et pour des inégalités. Alors là, après, on peut en discuter de la nature de ces inégalités. Mais moi, je suis sur un modèle vertical, holiste, et là-dessus, je peux le revendiquer. Et là, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que toute une flopée, ou en tout cas toute une partie, même des penseurs socialistes, comme par exemple Sorel, savaient pertinemment que c'était des anti-avènements de la société de masse, comme on pourra le connaître un peu plus tard avec Ortega y Gasset. C'est vraiment des personnes qui valorisaient les minorités agissantes, pas l'avant-garde, c'est encore différent. Les avant-gardes léninistes, ce genre de choses. Et moi, quand j'attaque, entre guillemets, cette bourgeoisie, c'est que je pense que son rôle historique dans les sociétés européennes et occidentales est fini. Et là, on peut retomber sur le modèle de la tripartition, c'est que je pense que cette classe qui était la classe marchande s'est octroyé un rôle qui n'était pas le sien, si je puis dire, qui n'était pas le rôle des guerriers et le rôle des religieux. Là, on retombe un peu sur le modèle de la tripartition indo-européenne. Qu'est-ce qui vous fait dire, ça m'intéresse, qu'est-ce qui vous fait dire que l'esprit bourgeois est en train de mourir? Au contraire, il est florissant. Oui, mais il est florissant. Il se joue justement et des identités et des souverainetés. Mais moi, il s'assoit dessus. C'est justement là, si je dénonce cette élite bourgeoise, c'est qu'en tant qu'elle ne
qu'elle ne répond plus à son rôle et à ses devoirs, qu'elle les accomplit plus, qu'aujourd'hui elle s'échappe, que ce soit sur la responsabilité, ce genre de choses. Et il y a cette bataille, il y a une bataille grecque où vous savez les stratèges avaient été jugés parce qu'ils n'étaient pas allés récupérer les corps des guerriers grecs qui étaient tombés au combat. Et pour moi, ça, je trouve ça absolument honorable, si je puis dire. Donc là, il y avait vraiment une responsabilité. Et même, on a évoqué rapidement le moment de la Révolution française. Et ce qui est drôle, c'est qu'une partie des penseurs de la Révolution française se sont revendiqués du monde antique. Une anticomanie, on a retrouvé à l'époque, c'est le fameux mot de Robespierre, ou peut-être de Saint-Just, Sparte brille comme un feu, entre guillemets, dans l'histoire européenne. Et c'est vrai qu'à l'époque, même des révolutionnaires, alors tout à fait d'accord sur le côté contractuel, le côté idéologie des Lumières, le côté autonomie, s'apparaît à Odet, ose savoir par toi-même ou de Kant, qu'est-ce que les Lumières. Évidemment qu'il y avait ici, un travestissement de la tradition européenne. Mais par contre, il y avait aussi ce retour, une volonté du retour au soldat laboureur qu'on pouvait retrouver chez Virgile, qui était assez intéressant. Parce que les personnes s'étaient rendues compte que le 19e siècle, même si c'était la fin du 18e, que le modèle urbain s'opposait au modèle agraire, au modèle paysan, au modèle de Cincinnatus. Cincinnatus, c'est ce paysan, entre guillemets, il avait été sénateur, il me semble, mais qui avait été appelé 2 fois par la Rome antique, par la République, pour faire la dictature, pour permettre à la République de survivre. Et à chaque fois, il était retourné à ses bœufs. Et c'est cet idéal qu'on a retrouvé même au moment de la République. Donc là, moi, c'est ce pourquoi je me bats aussi, c'est que pour notre génération, fabrique les prochaines élites de la France, mais aussi de l'Europe. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai aucune barrière là-dessus. J'ai envie que mes voisins européens, que mes frères européens se soulèvent. Et par contre, après, là, c'est peut-être la voie, entre guillemets, à prendre qu'on a de divergents entre nous autour de cette table. Chers amis, il est temps de retrouver, comme à chaque émission, le camarade Raphaël Aima pour sa chronique Perspective identitaire. Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Cette citation apocryphe, attribuée faussement à Winston Churchill, est bien connue. C'est une leçon politique qui nous enseigne que le conflit ne se met pas à l'agenda. Il est inhérent à celle-ci, au moins depuis le temps des enseignements grecs. Héraclite disait « Polémos, le combat, est père de toute chose ». Plus tard, la formule catholique reprenait « Militia est vita hominis super terram ». En d'autres termes, la vie de l'homme sur Terre est une vie de combat. Chez les contemporains, on retrouve la même formule et la même logique chez Carl Schmitt. La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles du politique, c'est la discrimination de l'ami et l'ennemi. Elle fournit un principe d'identification qui a valeur de critère. Julian Freund, pour vulgariser la pensée de son maître, résumait. En politique, c'est l'ennemi qui vous désigne. Nous traitons aujourd'hui 2 écoles de pensée qui s'envisagent l'une comme l'autre comme antagonistes. D'une part, les souverainistes avec leur diversité de courants internes. Le souverainiste met la souveraineté, précisément, au centre de son logiciel politique. Il en fait l'actrice et la genèse de toute son action. Ici, peu de place pour le débat sur l'action publique. L'objet consiste à récupérer la chose publique. Une chose publique qui aurait été confisquée par des organes supranationales, américaines ou européennes, imposant un règne xénocratique à une nation dépourvue de son autonomie, comme au temps où une cité grecque était sous l'égide perse. Le souverainiste se perçoit par conséquent comme l'adversaire central du mondialisme. Par la nature monocausale de son analyse, il n'est alors pas rare de voir des souverainistes de toutes les tendances. Poléiforme, cette école de pensée française peut faire cohabiter un Séguin gaulliste avec un Chevènement venu de la gauche, un Philippot passé par le marinisme ou un Dupont-Aignan issu de la droite républicaine. Un trait commun chez les hommes du souverainisme, une forte valorisation du rôle de l'État, et par conséquent une reproduction quasi déterministique d'un certain genre de profils. D'anciens énarques, des administrateurs, des fonctionnaires, en bref des cadres du système administratif français, les plus à même de connaître les rouages cryptiques du fonctionnement de la machine technocratique de Bruxelles. En revanche, si l'analyse du vol de la souveraineté française par l'UE est juste, la traduction électorale est plus difficile. En œuvre, le souverainisme politique a du mal à percer dans le débat public. Chevènement est une débandade électorale en 2002 et termine au final dans les bras du macronisme. Et aujourd'hui, les formations souverainistes réalisent des scores marginaux aux élections, y compris européennes. Les Français sont-ils trop bêtes pour comprendre les manipulations bruxelloises, ou alors une analyse politique des souverainistes est-elle à côté de la plaque ? Le souverainisme tient en réalité plus d'une méthode que d'un programme. D'accord sur rien, les souverainistes dans leurs tendances respectives se rejoignent uniquement sur la question de la rupture avec l'Union européenne, ce qui fait par nature des souverainistes des éponges idéologiques. En réalité, la transition de Chevènement vers le macronisme n'est pas une énigme, c'est l'adhésion à une forme plutôt qu'à un fond.
La nostalgie d'une figure bonapartiste à la tête de l'État, à l'image de celle du général de Gaulle, que les souverainistes cherchent comme un orphelin cherche son père, les pousse à adhérer à une forme plutôt qu'à un fond. Macron, qu'on ne peut pas suspecter de souverainisme, possède en revanche des attributs jupitériens et césaristes qu'un souverainiste souhaiterait voir à la tête de l'État. Le nationalisme du souverainisme se résume trop souvent à la hausse des drapeaux, au défilé militaire, en fait à une forme de gonflette patriotique abstraite, légaliste et imaginaire. Aujourd'hui, découlant d'un fantasme, les formations souverainistes s'attaquent plus à leur droite qu'elles ne s'attaquent à leur gauche, et osent à peine mettre sur la table la question de la submersion migratoire. Pourtant, à l'heure où l'urgence identitaire est de plus en plus vive, dans un pays marqué par des clivages sociaux et culturels prégnants et sans précédent, le refus de prendre parti signe le refus de rentrer dans l'histoire. François Bousquet disait « Les souverainistes se rêvent en troisième homme, ils seront les hommes de trop ». Mais je vous assure que ma démarche n'est pas hostile à leur égard. Conscient moi aussi des enjeux de souveraineté en France, indissociable de la réalisation d'une politique identitaire, je regarde les souverainistes avec empathie. Empathie parce que je sais que la gauche ne les acceptera jamais, que le centre les décrira en complotistes et que par la force des choses, l'ennemi les désignera eux aussi, tôt ou tard. Politiquement, le souverainisme français n'a d'avenir que dans sa jonction avec la famille identitaire. Si les responsables politiques souverainistes ne le comprennent pas, ils se condamnent à la marginalité et à l'oubli. On ne fait pas un mythe politique sur un article 50 ou sur la régulation du prix du grain européen. C'est trop cryptique. On mobilise par des récits, des imaginaires, des perspectives d'avenir. Le projet souverainiste, césariste et républicain, ne peut pas séduire un peuple gaulois qui a peur de disparaître après-demain. Il faut revenir à l'organique. Aux souverainistes sincères, j'appelle à sortir de l'impasse. Aux autres, l'histoire sera suffisamment éloquente. C'était la chronique de Raphaël et Emma, donc auditeur de la promotion Frédéric Mistral en Provence. Une réaction de nos invités, si ça vous fait réagir cette chronique, Rodolphe? Sur la débâcle politique du souverainiste, je peux qu'acquiescer. Pas de reproche particulier à faire, et je pense que sur cette convergence, cette articulation, même s'il faut l'approfondir, je pense qu'on est relativement d'accord, donc non, pas plus de commentaires que ça. Henri Levavasseur, vous suivez un petit peu l'actualité politique, vous voyez justement une sorte de débouché, une traduction de cette articulation entre souveraineté et identité qui aurait un débouché électoral ou politique en France, ou est-ce que tout ça, ça reste des débats de studios de radio? Alors, la traduction politique immédiate, je ne la vois pas très bien pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, le système électoral tel qu'il est conçu, et puis la manière dont les cerveaux de nos concitoyens sont largement manipulés, désinformés, rend assez pessimiste sur la possibilité de voir émerger un courant politique capable de porter cette articulation de la souveraineté nationale et à la fois du souci de l'identité dans sa traduction locale, l'identité locale des patries françaises, mais également de l'identité civilisationnelle. Je ne vois pas aujourd'hui de courant politique qui reprenne ça avec suffisamment de netteté et de force, et je ne sais pas bien sur le plan électoral quelle traduction cela pourrait trouver. En revanche, je crois que nous allons inéluctablement, compte tenu de la politique qui est menée actuellement dans notre pays, vers des situations de plus en plus troubles et de plus en plus imprévisibles. C'est-à-dire qu'il est bien difficile de savoir ce qui surgira des troubles à venir. Mais enfin, au rythme où vont les choses, je crois que l'actualité nous démontre au quotidien que le logiciel actuel ne va pas pouvoir perdurer de manière indéfinie. Ça, c'est bien certain. Maintenant, il y a un point sur lequel je voulais revenir à la suite de la chronique que nous venons d'entendre, c'est qu'évidemment, on pourrait définir le souverainisme en France comme un courant politique qui est apparu en réaction vis-à-vis de l'Union européenne et un courant qui a été suscité par la crainte de voir dissous les attributs essentiels de la souveraineté européenne. C'est vrai que lorsque l'on possède la dissuasion nucléaire, lorsque l'on a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, évidemment, la dissuasion nucléaire, ça ne se partage pas. La souveraineté ne se partage pas. Il peut y avoir des souverainetés articulées entre elles de manière un peu concentrique, souveraineté nationale, souveraineté
souveraineté locale, etc. C'est-à-dire que c'est le principe de subsidiarité. Chaque niveau ayant autorité sur le territoire et surtout sur le niveau de responsabilité qui lui est confié par le niveau supérieur. Bon. Mais la souveraineté en soi ne se partage pas et on ne voit pas la France partager aujourd'hui avec ses partenaires européens la responsabilité de la dissuasion nucléaire, si tant est que ses partenaires européens en voudraient d'ailleurs. Donc je peux comprendre ces inquiétudes souverainistes. Évidemment, le bémol, enfin ce qui pêche dans ce raisonnement souverainiste, c'est de songer que un retour sur le national seul serait une panacée absolue. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une espèce de concurrence des puissances européennes vis-à-vis des États-Unis à être celui qui sera le premier vassal désigné par le suzerain pour régner sur les dominions européens. Traditionnellement, cette concurrence aujourd'hui, elle oppose principalement la France et l'Allemagne, mais bien évidemment les Anglais qui sont sortis de l'Union européenne avec le Brexit, mais qui restent de fait, d'un point de vue civilisationnel, une nation européenne, quoi qu'on en pense. Les Anglais, évidemment, briguent également cette place, et puis on voit même de nouveaux sparring partners avec les Polonais, par exemple. Bon, voilà. Donc chacun veut en fait être le premier vassal de l'oncle Tom sur le continent européen. On voit bien que un des risques du souverainisme, c'est d'aboutir à cette situation. Or, il faut impérativement que l'Europe, sous une forme ou sous une autre, qui sera évidemment pas nécessairement celle de l'Union européenne actuelle, conçoive dans le concert des nations européennes la convergence de nos intérêts vis-à-vis d'un certain nombre de grandes puissances, émergentes ou pas. Les États-Unis ne sont pas une puissance émergente. La question de savoir si c'est une puissance déclinante ou pas se pose, mais en tout cas, c'est pas une puissance émergente. Mais la Russie est une puissance réémergente. La Chine est une puissance qui n'en finit pas d'émerger. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas la nation seule qui est à l'échelle suffisante pour réagir à tout ça. Et d'ailleurs, moi je constate que quand on n'a pas la masse critique, on perd notre influence. J'entends les souverainistes nous dire, bah oui, mais il faut que la France retrouve sa place en Afrique. Bon, c'est bien gentil, mais aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général d'une partie des opinions publiques africaines, certes sans doute manipulées par des pouvoirs opportunistes, mais néanmoins ce ras-le-bol est bien là. Et ce ras-le-bol, il est nourri par le fait que nous autres Français sommes perçus comme les tenants d'idéologies qui sont en rupture complète avec les modèles de société traditionnels de ces pays et que nous roulons en quelque sorte pour l'oncle Sam. Et donc évidemment, inéluctablement, ces gens-là font appel à d'autres puissances, notamment la Russie et la Chine. Merci Henri Levavasseur, merci Rodolphe Carte. C'est toujours un peu frustrant, hein, le temps est court. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous pouvez prolonger cette réflexion avec 2 livres parus aux éditions de la Nouvelle Librairie. Celui d'Henri Levavasseur, L'identité socle de la cité, réconcilier ethnos et police, avec une préface de Jean-Yves Le Gallou, et dans la collection Débats et controverses, donc j'espère qu'il y aura une réponse écrite à ce premier pamphlet, Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires de Rodolphe Carte, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers auditeurs, nous souhaitons vous offrir une seconde pause musicale en ce temps de Noël et je laisse la parole à Pierre Le Prince. Pour ce second interlude, Noël oblige, je vous propose d'écouter quelque chose de plus festif, avec cette célèbre cantate de Bach, Herz und Mund und Et und Leben. Désolé, mon allemand est un peu rouillé. Joyeux Noël à tous et rendez-vous en janvier pour de nouvelles chroniques. À bientôt.
Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Pour cette chronique culturelle de ce libre journal, j'ai souhaité accueillir donc à distance dans les studios, elle est quand même avec nous, Lady Europa. Quel doux nom, quel nom original. Vous m'entendez bien, Lady Europa ? Oui, beaucoup, parfaitement, Romain. Merci d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter rapidement pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je vais expliquer pourquoi j'ai souhaité vous avoir avec nous. Vous êtes créatrice. Vous créez ce que vous avez vous-même appelé les objets d'un quotidien européen. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il s'avère que ce sont des objets absolument magnifiques qui vont du bijou jusqu'à des petits objets de décoration, mais vous allez nous en dire plus. Et surtout, vous êtes dans une démarche originelle qui est celle de la qualité, celle de la tradition, celle de l'excellence. Donc autant dire que pour des membres de l'Institut Iliade, tout ça nous a très largement parlé. Alors je vais donner tout de suite le site internet. Alors à l'heure où vous écoutez cette émission, les cadeaux de Noël sont déjà déballés, mais vous avez toute une année à venir pour continuer les emplettes sur www.ladyeuropa.com. Alors, Lady Europa, vous vous êtes fixé pour objectif de créer les objets d'un quotidien européen, je l'ai dit. Quels articles concrètement sortent de vos ateliers ? Alors, principalement, et parce que c'est mon cœur d'activité, ce sont tout ce qui est coffres de naissance ou de mariage. Ce sont des cadeaux symboliques, souvent offerts par les parents de mariés, par les parrains, les marraines, les oncles, les tantes. Des cadeaux symboliques qui vont rester dans le quotidien de la personne, dans son salon, dans sa chambre d'enfant, et qui ont pour but de rester toute une vie, voire d'être transmis à leur propre progéniture. Donc en ça, vous vous inscrivez dans la tradition. C'était quelque chose qui se faisait naturellement et qui a peut-être été un peu perdu ? Tout à fait, et c'est justement quelque chose que j'ai pu observer, et beaucoup de gens étaient en recherche de ce type d'objets, de ce type d'œuvres, de ce type de cadeaux ultra personnalisés, mais pas sur une plateforme de reproduction, comme on peut en trouver. Oui, parce que c'est la question que je voulais vous poser, le contexte dans lequel Lady Europa, et vous n'êtes pas la seule, heureusement, née, c'est quand même celui d'un marché inondé de chinoiseries. On va résumer de la façon la plus courte possible, c'est-à-dire des objets sans âme, de mauvaise qualité, et construits à bas coût par plus ou moins des esclaves à l'autre bout de la terre. C'est ça que les gens achètent aujourd'hui ? Alors, c'est ça que les gens achètent parce que c'est ça que les gens ont les moyens d'acheter. Ça, c'est une réalité. Mais à partir du moment où ils trouvent quelque chose, un objet, une œuvre, une créatrice ou un créateur, qui a du sens, qui donne du sens à leur projet, à leur envie, à ce qu'ils veulent vivre ou transmettre, tout à coup, ils se tournent vers moi, sachant qu'en plus, je fais vraiment des personnalisations sur mesure, en fonction exactement de ce que les gens veulent. D'autre part, je ne crée que des pièces uniques, ou alors en toute petite série, ce qui veut dire que l'œuvre que j'aurais réalisée, que ce soit un bijou, que ce soit un dessin, un tableau, ou très récemment d'ailleurs, maintenant, des boucles de ceinture en bronze massif ou des bijoux en bronze massif, ce sont des objets qui vont perdurer, qui seront ultra personnalisés, qui sont pour vous, uniquement pour vous, ou pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Donc vous approvisionnez de matériaux qu'on pourrait qualifier de nobles,
C'est facile aujourd'hui pour une créatrice de s'approvisionner avec du bon bois, avec du bon cuir, ou est-ce que c'est difficile aussi pour cette partie-là? Alors, pour moi, je vais vous dire, 20 à 30% de mon activité consiste à trouver des fournisseurs, en fait, en temps et en énergie aussi. Et alors, il faut savoir que je vais chercher dans toute l'Europe. Je ne fais pas de Made in France. C'est trop compliqué, le Made in France. Il y a très peu d'activités industrielles ou autres en France. C'est compliqué. Donc, je considère que l'Europe est mon champ d'activité. Mes peaux pour le cuir viennent soit du Cantal, soit de Pologne. Le bois peut provenir aussi bien de Corrèze que d'Autriche. Je fais venir beaucoup de bois d'Autriche pour tout ce qui est coffre. Le métal vient par contre de Fonderie Lorraine, mais il faut savoir qu'actuellement, les charnières de coffre sont introuvables dans toute l'Europe. Elles sont toutes réalisées en Asie. Je crois que votre gentille consoeur, je crois qu'elle a les cheveux attachés. Les attaches métalliques des barrettes à cheveux sont introuvables en France et même ou en Europe. Et même s'il y a marqué Made in France en fait dessus, il y a automatiquement, ce n'est que de l'assemblage. Donc oui, c'est compliqué, mais on trouve parce qu'il faut chercher, il faut prendre le temps. Vous évoquez sur le site ladyeuropa.com une fidélité, ce sont vos mots, à l'esthétique et aux valeurs qui ont toujours accompagné les hommes et les femmes européens. Quête de la beauté dans l'harmonie, le sens de l'honneur, un esprit de liberté, le courage et la générosité. Alors, comment, quand on est créatrice et que finalement on vend, vous faites un commerce de votre activité, comment on arrive à traduire ces valeurs, ces hautes valeurs de notre tradition dans des objets? Comment on fait le passage? Alors, il y a des valeurs naturelles dont personne ne s'aperçoit, mais quiconque a étudié l'art classique, qu'il soit classique grec ou viking ou celtique, vous apercevez qu'il y a quelque chose d'extrêmement commun à tous ces arts européens et spécifiques à l'Europe, c'est la symétrie. Donc, que ce soit si vous étudiez l'acropole, si vous étudiez un quadriskel basque ou une rune viking, vous aurez automatiquement une symétrie absolument parfaite que vous ne retrouvez pas du tout dans les arts primitifs. Donc ça, c'est la première chose. C'est lorsque vous êtes créateur et que vous voulez retransmettre un art européen quel qu'il soit, il faut qu'il y ait une symétrie parfaite dans des entrelacs. Ça, c'est la première chose. Prenez un château médiéval ou le Parthénon, c'est pareil. La deuxième chose, et ça c'est commun aussi, mais cette fois à n'importe qui dans le monde, vous aimez ce qui vous ressemble. Donc que vous soyez norvégien ou portugais, vous pourrez admirer un dragon asiatique, une carpe koi, des tribales maoris, mais fondamentalement, lorsque vous aurez envie d'avoir quelque chose au quotidien qui vous touche, un porte-clés que vous avez constamment dans votre poche ou un vide-poche à l'entrée de votre appartement, quand vous rentrez du métro boulot dodo, un art qui vous parle, c'est un art qui vous ressemble. Et en tant qu'Européen, vous aurez toujours tendance instinctivement à ressentir un besoin de sécurité, le ressentir auprès d'une œuvre qui soit... Qui vous parle, exactement. Vous parlez justement de la Norvège et du Portugal. J'aurais pu préciser au tout début que ces objets d'un quotidien européen, effectivement, sont inspirés par les nombreuses traditions, la polyphonie des traditions, pour reprendre les mots d'Henri Levavasseur, qu'on retrouve en Europe, donc de l'ère germanique, celtique, etc. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que parmi toutes ces origines florissantes, il y en a une qui vous touche plus particulièrement, vous personnellement, une qui vous plaît en particulier? Alors oui, et c'est l'une des rares périodes que je ne reproduis jamais, hormis à titre très très personnel. C'est l'Art Nouveau, en fait. J'adore l'Art Nouveau, ce côté très romantique, très floral, très délicat, très raffiné, alors que si vous allez sur mon site ou si vous me commandez une œuvre, vous apercevrez que même si j'observe cette symétrie que j'ai évoquée, j'ai toujours un côté un peu brut, presque masculin en fait, dans mes œuvres. Oui, c'est l'Art Nouveau qui probablement qui vous inspire. On y reviendra peut-être plus tard, dans 2 ou 3 ans. Juste un petit mot avant de se quitter, je reviens sur ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire votre
votre première intervention sur les coffres de mariage, les coffres de baptême, de présentation d'enfants à la communauté, et vous essayez de les faire rentrer finalement dans le clan, dans la communauté, dans le foyer. Les corps intermédiaires ont disparu, il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'église, et finalement les gens sont un peu isolés. Est-ce qu'à travers ces objets, on peut remettre un peu de lien communautaire et spirituel dans les familles et dans les foyers, selon vous? Alors, selon moi et selon tous mes clients, parce que j'ai eu de nombreux avis je dirais, événements, et toute personne qui a offert, par exemple, un coffre de mariage ou un coffre de naissance, et en fait, l'ensemble des invités étaient non seulement enchantés, mais sont venus par la suite me commander des œuvres de ce type-là. Mais j'ai aussi réalisé pour de nombreuses fêtes saisonnières. Alors, comme j'utilise beaucoup de techniques anciennes, par exemple des œufs de Pâques décorés avec l'antique technique slave du pisanka, ou des suspensions en céramique pour le sapin de Noël. Donc, c'est en fait chaque période, quelqu'un voit ça, ça lui parle et demande mes références. Excellent. Voilà. Alors justement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent en savoir plus, donc j'ai donné le site. Est-ce qu'il y a d'autres informations à leur transmettre? Alors oui, et c'est avec grand plaisir que j'ai décidé d'offrir une réduction spéciale tout au long de l'année 2024 de 5% à l'ensemble des auditeurs. Alors comment font-ils s'ils veulent bénéficier de ces 5%? Alors soit ils retiennent le code Radio Courtoisie 2024 en majuscule, soit ils me contactent en évoquant cette magnifique émission. Très bien, merci Lady Europa, merci pour nos auditeurs. Vous savez quoi faire, ladyeuropa.com. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons passer à la dernière chronique de ce libre journal avec Radio Le Nid. Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. Bonjour et bienvenue dans notre chronique dédiée à l'entrepreneuriat enraciné, présentée par l'incubateur Le Nid. Aujourd'hui, alors que les Européens célèbrent Noël, la plus européenne des fêtes, propice aux réunions familiales autour de la chaleur des foyers, nous souhaitons partager avec vous un projet entrepreneurial en incubation au sein du Nid et qui célèbre l'amour. Il s'agit du jeu de cartes 100 gestes d'amour en couple, développé par l'équipe d'Au cœur du foyer, composé d'Anne-Sophie et Édouard, un couple de Normands unis depuis 13 ans et mariés depuis 7 ans. Engagés localement, notamment dans la préparation au mariage, Anne-Sophie et Édouard ont souhaité créer un outil dédié au couple, symbolisant l'aventure quotidienne qu'est la construction d'une relation, exigeant des efforts mutuels. Mais pourquoi se pencher sur la thématique du couple et proposer ces 100 gestes d'amour au quotidien? Eh bien, les statistiques en France sont sans équivoque. 130 000 divorces en moyenne chaque année, avec un âge moyen de 42 ans pour les hommes et 44 ans pour les femmes. Pourtant, malgré ces chiffres, les Français aspirent à l'épanouissement en couple, avec une volonté d'engagement et de construction à long terme. Alors certains outils existent déjà, mais sont souvent chronophages, tels que les livres ou les conférences, et puis d'autres couples optent pour la consultation de professionnels, mais cela représente un investissement financier significatif. Et c'est ici qu'intervient le jeu d'Anne-Sophie et Édouard, 100 gestes d'amour en couple, une approche ludique, discrète, qui s'invite au cœur du foyer, encourageant quotidiennement les efforts nécessaires pour maintenir une communication saine, le partage et, en fin de compte, l'amour dans le couple. Pour 2024, Anne-Sophie et Édouard ont choisi de faire appel au Nid pour bénéficier d'une assistance dans leur démarche commerciale, et un chargé de projet de notre incubateur leur propose des ateliers réguliers pour co-construire leur approche et cibler des revendeurs potentiels. Il s'agit d'une initiative locale, portée par 2 entrepreneurs dévoués à améliorer la vie familiale grâce à un outil innovant, ludique, esthétique et entièrement fabriqué en France. Un projet qui résonne profondément avec notre mission au Nid et que nous sommes fiers d'accompagner. Fondé en 2022, avec la vision de réancrer l'économie dans les territoires, notre incubateur s'engage à soutenir une dizaine de projets enracinés chaque année.
Il est porté par une équipe de 5 jeunes actifs, passionnés, souhaitant agir pour créer l'économie de demain. Alors, jeunes pousses, porteurs de projets, investisseurs, pour suivre l'actualité du nid et la progression des projets que nous incubons, rendez-vous sur notre page LinkedIn Incubateur Le Nid ou sur notre site internet incubateurlenid.fr. Joyeux Noël à tous! Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous donne rendez-vous en 2024.